Aujourd'hui en direct de Beaune. Bonsoir, bonsoir. Et aujourd'hui, nous allons parler du terroir, du sol, des cailloux, en direct justement de la Bourgogne à Beaune, où nous sommes ici chez Nicolas Rossignol. Et aujourd'hui, comme invité, nous allons recevoir plusieurs personnes. Alors, Bonsoir tout le monde. bonsoir. Donc, Bonsoir. Franck Thomas est ici présent. Et puis, notre invité, Monsieur Bernard Noblet. Qui va se présenter. Ici présent, donc maître de chai pendant 35 ans au domaine de la Romanée Conti. Voilà. Et puis nous allons aussi accueillir Monsieur Georges Truc, géologue en vallée du Rhône sud méridionale. Alors Georges, est-ce que vous êtes là? Tu as trouvé Georges ou pas? Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Hop. Florent Toche également, qui est géologue. On va peut-être les laisser se présenter. Ouais, ils vont arriver. Ah bah voilà, Florent. Alors. Je ne sais pas si on me voit et si on m'entend. Ah, coucou. Oui. Bonsoir Voilà. à tous. Bonsoir Florent, salut. Alors, et où est ensuite Georges? Bon, il n'est pas là pour... Je pense qu'il va arriver. Je l'ai vu tout de suite. Alors Florent, bienvenue, bienvenue à tous. Un grand plaisir de vous retrouver donc, pour ce partage sur le thème de la géologie. Donc, ici, on dégustait des cailloux. Donc Florent, je te laisse peut-être te présenter. Je suis Florent, géologue de formation, arrivé dans le monde du vin par les sciences du sol et de la relation au vivant, à la vigne. Ravi de faire partie de l'équipe Franck Thomas. Je suis en direct d'Antibes après une bonne journée de formation avec les petits camarades futurs sommeliers. D'accord. Et donc, tu fais partie avec nous du groupe de travail qu'on a mis en place avec des grands amis vignerons et Jacques Quérigot sur la dégustation géosensorielle. Donc, on en parlera tout à l'heure un petit peu plus en détail. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on a fait le quatrième atelier il y a maintenant environ un mois, réunion de ce groupe de travail qui cherche à mieux comprendre la relation des roches, enfin du monde minéral au monde de la dégustation, en fait. On va passer peut-être la parole à Georges pour qu'il se présente. Bonsoir, Georges. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, Georges, bonsoir. Du Bonsoir. son. Bonsoir et de l'image. Tu vas bien? Ça va, merci beaucoup. Tout le monde aussi? Écoute, nous, on est en vadrouille pendant deux petites journées là, en Bourgogne. Oh, c'est bien. On a le plaisir d'avoir notre ami Bernard Noblet avec nous qui nous accompagne dans ce périple. Voilà, on fait 4 domaines aujourd'hui, 4 demain. Et ensuite, on va samedi dans le Jura. Voilà, donc toujours dans la quête de la compréhension du terroir. Est-ce que tu peux te présenter, Georges? Alors, je suis un vieux géologue universitaire, mais qui a eu l'avantage incontestable de naître dans une cave et de passer son enfance et son adolescence dans une cave de vinification, celle de mon grand-père et de mon père. Donc, je suis imprégné depuis l'enfance, si j'ose dire, de tout ce monde de la vinification, des arômes, des bruits, des comportements, des paroles, et allier ceci avec ce qui a été mon métier de géologue pendant 40 ans était devenu, à un moment donné, une évidence. En tout cas, quelque chose de peut-être plus facile que pour quelqu'un qui n'a pas connu du tout ce monde de la vinification. Voilà, en quelques mots. Et la cave de ton père et de ton grand-père, c'était
Alors, c'était une toute petite cave qui, au maximum par an, vinifiait 3000 hectos, ce qui est peu de choses. Une cave extrêmement traditionnelle, puisque là, j'évoque les années 50, hein, 50-55 quand même, étant donné que je suis né en 1942, donc j'ai quelques années derrière moi. Et ce monde-là était quelque chose de fascinant, puisque technologie absente, on n'éraflait pas à l'époque, on ne savait même pas ce que c'était que d'érafler. Toutes les vendanges étaient entières, toutes. Mais il n'y avait pas de Syrah à l'époque encore chez nous. La Syrah est arrivée tardivement, après l'arrachage des hybrides producteurs directs. Donc un phénomène des années 60 en gros. Et ces grenaches magnifiques, avec leur rafle mûre, donnaient des vins d'une finesse, d'une élégance qui était exceptionnelle. Alors, puisqu'on est dans le... Tu viens à côté, Justine? Et on va se rapprocher un peu pour... on est dans le... tu peux le débrancher. On est dans un sujet intéressant, parce qu'on est en Bourgogne, là. On est en Bourgogne... Et pour ces 2 jours-là, et on goûte voilà, des millésimes comme 2018, 2019 et 2020 qui ont un caractère solaire. Ah oui, 2018, là, ouais. C'est vrai que c'était chaud. Et toute la journée, et je vais laisser ensuite peut-être Bernard Noblet va d'abord aussi se représenter. Bien sûr. Et puis aussi nous commenter un peu voilà, tous les échanges qu'on a eus avec les vignerons aujourd'hui. Et finalement, ce retour, Bernard nous partagera peut-être aussi une petite anecdote sur sa compréhension de la géologie au domaine. Et ensuite, on partagera ensemble sur différentes questions, entre autres, qu'est-ce que c'est que la minéralité? Est-ce qu'il y a un rapport direct entre la composition du sol et ce qui se passe dans le vin? Comment on peut l'expliquer? Qu'est-ce que c'est que la pédologie, la topographie? Enfin voilà, on essaiera de... c'est quoi le monde des géologues, c'est quoi le monde des vignerons, comment on unit les deux et comment ça se traduit dans le verre. Voilà, en une heure, on ne répondra pas à toutes ces questions, mais et puis je pense qu'on aura aussi beaucoup de questions des participants. Mais donc, Bernard, je te laisse te représenter un petit peu. Oui, donc, je m'appelle Bernard Noblet, donc voilà, elle était responsable de cave de 1986 jusqu'à 2017. Voilà. Dans un petit vignoble en Bourgogne. Voilà, dans un domaine qui a toujours cherché à bien faire, voilà, le mieux possible, avec beaucoup d'humilité. Voilà, c'est important. Des choses simples. Voilà, c'est le résultat qui compte. Voilà, donc on a toujours attaché beaucoup d'importance au sol, au sous-sol, au sol, au matériel végétal, et puis après, ma foi, on a accompagné cette nature en regardant ce qui se passe au-dessus de notre tête. Mais voilà, c'était d'être le plus respectueux possible de tous ces éléments. Voilà. Oui, donc on peut parler du respect de cette faune, de cette flore microbienne dans les sols. C'est toujours une chose importante. Hein. De faire les labours, on a fait les labours, mais de surface, très léger. Je pense qu'avec le réchauffement climatique, il faudra en faire de moins en moins, ou juste le faire sous les pieds de vigne, laisser l'herbe s'installer dans la bande de roulement, où il y a le tracteur qui roule, pour garder une fraîcheur, une humidité des sols, pour éviter que la terre soit brûlée par le soleil. C'est ça qui est important. Bon, il y aura des choses qu'il faudra modifier dans l'avenir, dans le temps. Hein, ça, voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Et tout à l'heure, on parlera un petit peu après, par exemple, de 2018 en Bourgogne, qui est un millésime un peu solaire. Mais une histoire que j'aimerais que tu partages, si tu le veux bien, c'était sur cette notion de ce que faisaient les moines et ce que toi aussi tu as fait au domaine pour essayer finalement, puisque le lien, finalement, on va en parler tout à l'heure quand on parlera de dégustation géosensorielle, le lien entre le terroir et le vin, ça se fait beaucoup par le toucher de bouche, par les sensations tactiles,
plus que par les arômes. Et peut-être tu peux raconter ce que faisaient les moines et ce que tu as fait aussi pour les parcelles du domaine. Comment tu te projetais dans les vieux vins aussi par rapport à ça? On voit que de chaque parcelle, dans toutes nos parcelles, de toutes nos appellations, il y a une couleur de la terre qui est différente, une structure différente, un pourcentage de pierre différent, plus ou moins, une profondeur de sol plus ou moins importante. Et je me suis amusé une époque à prendre une partie de cette terre, comme ça, et la mettre dans un verre d'eau, pas un verre d'eau, de l'eau de source, et la mélanger à la terre, comme ça, et me souvenir, me rappeler de ce goût. Donc, je mélangeais la terre à l'eau, comme ça, et je laissais déposer, et je goûtais l'eau. C'est-à-dire que cette eau avait pris le message de la terre, comme ça. Je n'ai jamais goûté la terre par elle-même, comme ça, directement la terre, comme ça. Mais déjà, elle prenait un message, et je retrouvais cette expression-là dans des millésimes plus anciens, des vins qui ont 30, 40 ans, en goûtant le dépôt dans la bouteille. Donc relation avec la terre et le dépôt aussi. Voilà, tout à fait. On retrouve cette matière du vin, on l'a retrouvée dans la terre. Voilà. Et il y avait est-ce que vous avez des exemples précis sur, par exemple, des parcelles où il y avait des choses qui se reflétaient ou... Je retrouvais vraiment toutes les appellations-là dans cette terre, hein, tout à fait, avec la finesse et l'élégance des Chézeaux, le côté plus puissant du Richebourg, la grâce, la délicatesse, la finesse de la Romanée-Conti, la tâche, le côté anguleux, carré, voilà, complet, voilà, tout à fait. On retrouvait vraiment la personnalité de chaque appellation en goûtant cette terre mélangée à l'eau. C'était pour moi une expérience, et c'est ce que les moines ont fait pour délimiter les terroirs il y a très longtemps. Alors, Florent et Georges, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction, ça? Alors, effectivement, c'est une expérience tout à fait significative, étant donné que dans le vocabulaire employé d'ordinaire, à propos de l'eau, on dit toujours l'eau, le stress, manque d'eau. Bon, ou alors l'eau du sous-sol. Bon, eau, certes, mais surtout solution minérale, c'est-à-dire une eau qui s'est chargée d'un certain nombre d'éléments qui passent en solution et qui, grâce à la sève montante, vont gagner les parties aériennes, dont la baie. Et lorsqu'on dit l'eau du sous-sol, on ampute le message de sa partie pratiquement essentielle, qui est la charge minérale que transporte cette eau. Charge minérale et quelquefois organique aussi, pour les molécules organiques qui sont capables d'être solubilisées dans le sous-sol. Et ça, c'est le travail des mycorhizes, et qui, s'agissant de la vigne, sont des endomycorhizes, c'est-à-dire que les filaments de champignons sont installés dans les cellules corticales des radicelles, ce qui pourrait... On parle de l'extrémité des vignes, quoi, des racines. Voilà, des racines, puisque c'est là que se font les prélèvements et les échanges. Et le travail, il est essentiellement fait par les filaments de ce champignon qui vit dans les cellules corticales de la radicelle. Tout le monde a évidemment à l'idée la truffe et sa relation avec le chêne, le tilleul, le noisetier, mais c'est une forme de mycorhisation externe à la radicelle. Il y a des relations, certes, hein, c'est une sorte d'association Internet, mais dans la vigne, ce qui est magique, c'est que le filament vit dans les cellules corticales. Donc c'est ce filament qui se déploie, qui se développe. Quand je dis c'est une forêt de filaments qui se développe et qui contribue à faire en sorte que la surface de contact entre eux-mêmes et le sous-sol est absolument considérable, alors que la surface d'échange de la surface d'une radicelle avec le sous-sol est misérable à côté de ce que font les filaments de champignons. Donc il y a là une chose qui, moi, me stupéfie toujours,
et me fait penser que Dame Nature a quand même très très bien fait les choses. Et, et cette endomycorhisation est tout à fait essentielle. Elle fait le travail, elle transmet le message du sous-sol, un message minéral, un message également organique, et le message aussi de toute l'activité connexe aux filaments mycéliens, celle des bactéries, celle des autres organismes plus complexes, qui travaillent et qui contribuent à extraire du sous-sol un certain nombre d'éléments qui sont pris en charge par les mycorhizes, passent en solution et remontent dans le cep. Alors, Donc, s'il n'y a pas de mycorhize, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir extraction, voilà, et communication, en tout cas. Ok. Non. D'ailleurs, les spécialistes de la mycorhisation, qu'il s'agisse de la vigne, de toutes les plantes, un pommier est mycorhisé. Bon, et les spécialistes de la mycorhisation, lorsque le verger de pommier est un petit peu souffreteux, essaient de booster, comme on dit aujourd'hui, l'activité mycélienne en injectant effectivement des champignons, des filaments de champignons dans le sous-sol. Il y a un monsieur qui était prof au Québec, monsieur Fortin, qui a travaillé sur ces sujets-là, a commis des publications d'une grande qualité qui permettent de comprendre ces mécanismes-là, cette dynamique de la mycorhisation. Alors, si on revient peut-être, si on reprend un petit peu de hauteur, si on sort de la partie des racines, Florent, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, toi, tu as un parcours voilà, géologue pur, et ensuite tu t'es intéressé au vin, et finalement, ce qui fait un petit peu l'objet de notre travail tous ensemble, là, aujourd'hui, c'est de dire, voilà, tu es passé du monde des géologues avec leur classification, alors il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Après, tu es passé dans le monde un peu des vignerons. Il y a souvent une espèce de différence entre la classification du géologue, ce que dit parce que moi je dis souvent, les vignerons me disent, voilà, c'est quoi comme sol? C'est un sol argilo-calcaire. Ah, quelle horreur! Là, justement, on est en Bourgogne et on ne goûte que des vins d'argilo-calcaire. Ça veut dire, est-ce que tous les vins sont les mêmes, finalement? Alors, Florent, on t'écoute, vas-y. Certainement pas. Je rejoins complètement Georges dans son propos sur tout le narratif dans le substrat des vignes. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on considère que l'eau de pluie passe dans le raisin, on court-circuite une longue histoire. Et c'est ainsi que également, par souci de simplification et de communication, on s'est endormi sur le laurier sémantique qui nous amène à considérer que tous les sols vaguement sédimentaires sont argilo-calcaires. Alors, c'est pas faux, c'est simplement très imprécis. C'est comme de dire que tous les vins sont issus de raisins. Bon, finalement, oui, c'est vrai, mais on peut aller un petit peu plus loin que ça sans trop compliquer les choses et simplement dire que, en gros, on a dans un substrat, tout ce qui est en dessous de la surface, là où est plantée une vigne, un univers minéral qui comporterait, dans le cas par exemple de la Bourgogne, un pôle calcaire, un pôle argileux, et que les roches qui sont ici se disposent le long de cet axe entre calcaire et argile, à plus ou moins de calcaire, à plus ou moins d'argile et à plus ou moins telle ou telle espèce minérale, et ainsi caractérisé avec plus de précision ce qu'est la nature du substrat qui est sous les vignes. Et ce qui rejoint deuxièmement
ce que disait Bernard, c'est que en réalité, probablement que les moines, n'ayant pas toute l'armada de la physique, de la chimie et des outils de mesure dont on dispose aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, en fait, chercher justement, je pense, à goûter ces sols pour connaître le mélange initial qui allait être mis à la disposition de la vigne par le vivant du sous-sol, sa relation symbiotique avec les mycorhizes, parce que c'est eux qui rendent disponible cette nourriture minérale pour la vigne, et qui en échange peuvent vivre dans ce milieu. C'est vraiment une relation symbiotique qui existe. Donc en somme, finalement, je dirais que dire que le sol est argilo-calcaire, c'est se débarrasser de la question et de sa complexité. Ce qui revient au même que de dire il a plus tant de millimètres de pluie, donc il y aura plus d'eau ou plus ou moins d'eau dans les raisins. C'est amputer la réalité de terrain et toute cette beauté, cette richesse de la nature d'un de ces narratifs les plus fascinants et les plus invisibles, hélas. Alors ça, c'est des propos de vignerons et de vigneronnes, voilà, qu'on va, et de aussi, c'est le jargon. Nous, on dit, bon, bah voilà, c'est un vin des raisins qui ont été cultivés sur des sols argilo-calcaires. À la limite, on peut dire qu'il y a plus d'argile, donc, bon, le vin serait euh, plus sur un style rustique, par exemple, etc., alors que les calcaires vont apporter la finesse, la salinité, etc. C'est un petit peu les stéréotypes qu'on retrouve sur les vins. D'ailleurs, en Bourgogne aussi, c'est ce qu'on retrouve. Et vous, en tant que géologue, vous diriez quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut dire si on ne dit pas argilo-calcaire? Non seulement en Bourgogne, on parle d'argilo-calcaire, mais tout le sud de la vallée du Rhône, si on lit les contre-étiquettes ou les flyers, tout le sud est argilo-calcaire. Or, lorsqu'on chemine dans les vignes, ou bien on se rompt les chevilles sur un cailloutis, ou bien on se colle les semelles sur une marne, c'est-à-dire 50% de calcaire, 50% d'argile. Voilà, l'argilo-calcaire des géologues, c'est une marne. Mais le terme marne est peu usité. Le public ne le comprend pas. Or, on voit bien quelle est l'imprécision de cette locution argilo-calcaire. Bon, parler d'un cailloutis à matrice argileuse, ça prend un petit peu plus de place, ou à matrice sablo-argileuse, ou d'argile à cailloutis, ou d'argile à fragments calcaires, serait déjà un pas vers plus de précision, un peu plus de justesse et d'honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, avec le no-tourisme, lorsque je conduis des groupes, peu importe, des sommeliers, conseils cavistes, des journalistes et autres, d'abord, nous visitons les vignes et je leur décris ce que l'on voit directement. Mais ça, c'est un maquillage. Et je les préviens, attention, ce que vos yeux perçoivent, c'est du maquillage. En dessous existe la peau et la chair. Et cette peau et cette chair, on ne peut l'appréhender que si on fait un trou. On prépare une fosse au tractopelle ou à la mini-pelle d'à peu près 2 mètres de profondeur pour examiner ce qui se cache sous le maquillage. Et on voit quel est le cheminement racinaire puis radicellaire et où se font les échanges. Et les échanges ne se font pas à 20 cm de profondeur. Les échanges dans une vigne de 40-50 ans, à moins qu'il y ait un rocher absolument impossible à traverser, se font à des profondeurs beaucoup plus importantes. Donc le maquillage est quelque chose, est une notion sur laquelle il faut insister. Attention au regard direct sur le sol. C'est ce qu'il y a dessous qui est important parce que c'est là que tout se passe en termes d'échange. Est-ce que dans le cas du domaine, vous avez fait des fosses, des choses comme ça? Oui, on appelle ça les profils de sol, quoi. Voilà. Tout à fait.
Qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseigne? Vous, en tant que géologue, vous avez étudié un petit peu l'évolution de la roche-mère, Oui. de La roche-mère est un capital absolument fondamental puisque c'est elle qui va conditionner l'allure des transformations et le destin des transformations pédologiques. Puisqu'à partir du moment où une roche-mère est mise à disposition d'une végétation, quelle qu'elle soit, la vigne ou autre, elle va évoluer. Elle peut évoluer pendant des millions d'années si elle est exposée fort anciennement aux éléments de la météorologie du climat avec toutes ces variations, ou elle peut être exposée un petit peu précocement, un petit peu récemment, un petit peu trop récemment, grâce à un gros travail au bulldozer, qui permet de tailler des banquettes et d'atteindre la roche-mère. Et avant que cette roche-mère-là puisse s'imprégner de toute la microflore et que cette microflore entre en équilibre, des années et des années s'écoulent. On compte entre 10-15 ans avant que les écosystèmes souterrains, dans un talus mis à nu, une banquette mise à nu sur la roche-mère, puissent s'installer. Bon, la vigne sera déjà présente, elle va vivre, donner certains produits, mais c'est au bout d'un nombre d'années respectable, à partir de cette roche-mère récemment mise à nu, que les choses vont enfin se manifester, se matérialiser. Donc, la roche-mère est essentielle partout, qu'elle soit alluvionnaire, qu'elle soit dans les reliefs anciens, avec des calcaires du Crétacé, du Jurassique, des granites du primaire, hein. Peu importe, il y a toujours quelque part une roche-mère, très ancienne ou récente, qui est là pour héberger des plantes dans la vigne et surtout tous ces complexes microbiens qui existent dans le sous-sol et qui, de toute manière, sans eux, ce sous-sol-là ne donnerait rien. S'agissant des fruits, ils sont transformés en vin. D'où l'importance, il faut maintenir une faune et une flore microbienne sur les sols. Tout à fait, c'est capital. L'un des principaux avantages des pratiques de la biodynamie, puisque on en parle aujourd'hui beaucoup et beaucoup de vignerons passent du bio à la biodynamie, c'est d'abord l'intérêt porté au sol et au sous-sol, le soin extrême apporté au sol et au sous-sol, afin que ces équilibres hypogées, telluriques, puissent atteindre leur équilibre et que cet équilibre perdure, qu'ils franchissent les années de bons ou de mauvais millésimes. Il faut apporter, je pense, un compost issu de matière végétale, un mélange de matière végétale et animale. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'il faut de l'organique dans tout ça, le minéral ne suffit pas. La nourriture qui vient sous forme d'hydrate de carbone depuis la photosynthèse est une nécessité. Et ça, c'est la matière énergique qui va nourrir les radicelles, mais aussi les ifs. Les ifs de ces champignons, grâce à la sève descendante qui apporte les sucres, bénéficient de cette énergie. Donc c'est un système très équilibré. Je fais le travail de prélever les matières minérales, mais nourrissez-moi, s'il vous plaît. Et la nourriture arrive par la sève descendante. J'ai une question pour toi, Florent. Il y a souvent un raccourci qui est fait sur le côté. Voilà, par exemple, moi, je me rappelle, quand j'ai appris le vin, on me disait, par exemple, la pomme-rolle, il y a la crasse de fer, donc ça donne ça dans le vin. Il y a cette espèce de lecture très simple qui dit, dans un sol où à Morgon, il y a de la manganèse, donc ça donne le Morgon. Il y a des espèces de raccourcis très forts qui sont faits entre la composition minérale d'un sol et le résultat direct dans le vin. Et on se dit, par exemple, il y a aussi des espèces d'images métaphoriques très sympas qui disent un sol argileux, c'est collant, donc le vin en bouche a une texture plus collante. Comme le fameux. C'est effectivement un terrible raccourci. Bon, alors, à propos des argiles, les argiles constituent une famille de minéraux absolument fondamentale. On la considère trop souvent comme un matériel encombrant dans la vigne, que ce soit dans le sous-sol ou en surface, en tout cas un petit peu gênant. Or, les argiles constituent le coffre-fort de tous les éléments minéraux solubilisables et capables de passer dans la sève montante. Un fragment calcaire ne va jamais livrer que du calcium,
Un quartz issu d'un granit livrera un tout petit peu de silice, infiniment peu, tandis que les argiles, elles, sont capables de livrer tous les éléments du tableau de Mendeleïev. C'est là-dedans que se trouve de toute façon le coffre-fort. Et c'est la raison pour laquelle, dans un substratum privé d'argile, très peu de choses se passent, rien ne se passe, ou presque rien. Les argiles sont fondamentales, absolument fondamentales. Florent, comment tu peux compléter ce que En dit tout cas, tout à fait. En tout cas, quand on essaye de retracer un peu ce narratif entre l'eau souterraine qui nourrit les vignes et ce qu'on va retrouver ensuite dans le raisin, et donc dans le vin in fine, il faut s'intéresser à la fois à la nature des éléments qui sont à disposition, ou rendus disponibles par le vivant du sol, et aussi par leur état. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il faut que la matière minérale soit dégradée, déjà, puisque sinon elle ne passera pas dans l'eau et elle ne sera pas disponible pour la vigne. Donc que cet état est un critère primordial. Hein. Voilà, donc en somme, les argiles, c'est un état minéral très fin et très digeste, si j'ose dire, pour vulgariser un peu, pour la relation mycorhize-vigne et donc finalement la migration dans les raisins. Donc c'est pour cette raison que toute argile se retrouvera forcément dans un sol viticole. Et pour répondre à ta question sur les différents éléments mis à disposition qui influencent comme ci ou comme ça tel cru ou tel cru, hein, le manganèse pour le pomerol, pour les granites du Beaujolais, c'est vrai. C'est complètement vrai, mais encore une fois, c'est un petit peu rapide, puisque on passe outre un arc narratif qui est celui de l'état de la roche et du passage de chaque filtre. Parce que pour le géologue, c'est relativement facile. Enfin, je dis c'est facile, mais en tout cas, c'est assez établi, assez carré de poser que une roche, elle est composée de ceci, cela, et de faire une liste des éléments qui sont présents. Maintenant, est-ce que tous ces éléments vont arriver dans le raisin et être goûtés? C'est moins certain. Il y a toute une suite d'événements qui va faire qu'il y aura un enrichissement en tel ou en tel élément qui va orienter la dégustation de telle et telle manière. Et c'est en goûtant petit à petit chaque étape du processus qu'on peut mieux comprendre ce qui se passe. En fait, essayer de le percevoir. L'importance, nous, en tant que vignerons, c'est d'utiliser un porte-greffe ou un système racinaire qui plonge. Oui, tout à fait. Prenons l'exemple d'un granit. Dans l'esprit de la plupart des personnes qui connaissent cette roche, c'est un matériau extrêmement résistant qui sert à fabriquer des pierres tombales, des dessus de cuisine ou des plats que l'on utilise dans les salles de bain. Donc un granit, dans l'esprit commun, c'est une roche qui est inaltérable. Or, rien de plus altérable qu'un granit. Or, dans un granit, il y a plusieurs formes de silice. Il y a tout d'abord des grains de quartz. Eux sont très difficiles à altérer. Mais il y a aussi deux familles de minéraux que l'on appelle des feldspaths et des micas
ce sont des silicates d'alumine, des édifices complexes et beaucoup plus fragiles que le quartz. Un granit soumis à l'altération pédologique au fil du temps, centaines d'années, milliers d'années, centaines de milliers d'années, millions d'années, peu importe le temps est là pour parfaire l'opération, ce granit va être altéré. Le quartz va rester quartz, presque intégralement. Les feldspaths et les micas vont être détruits. Cela veut dire que la molécule SiO2 silice et la molécule Al2O3 l'alumine sont dissociées. Mais que se produit-il en même temps que l'altération s'avance? C'est que cette silice et cette alumine se recombinent pour fabriquer un autre matériau qui est de l'argile. Un granit devient un sable argileux. Miracle de l'altération qui, à partir d'une roche réputée résistante et qui n'a aucune propriété viticole, devient viticole. Et ces argiles-là vont jouer leur rôle elles vont stocker de l'eau, restituer de l'eau sous forme de solution. Et bien entendu, le potassium qui est dans les feldspaths, le fer et le magnésium ainsi que le potassium qui sont dans les micas vont être repris et stockés dans les argiles qui vont les délivrer aux ifs des mycorhizes. C'est une chose extraordinaire. Or, les argiles, j'ai vu une question passer, existe-t-il une classification des argiles? Oui, il y a plusieurs grandes familles d'argiles. Certaines sont simples. Elles se présentent sous forme de feuilles. Imaginez un livre constitué de ce papier très fin de certaines éditions. Bon, ces feuillets sont empilés les uns au-dessus des autres. Il y a des argiles simples comme la kaolinite, le kaolin, utilisé dans la fabrication de la porcelaine. Il y a des argiles extrêmement complexes comme les smectites. Alors, smectite, ça vous évoque peut-être un médicament, le smecta. Très bon. Tout simplement. Voilà. Et dans les smectites, il y a la montmorillonite qui, dans le langage viti, est un mot que l'on retrouve dans les descriptions des montmorillonites de tel espace viticole. Et ces argiles très complexes, si l'on reprend l'image des feuilles d'un livre, peuvent représenter une surface interne de plusieurs centaines de mètres carrés par gramme de matériaux. On peut aller jusqu'à 500 mètres carrés de surface utile par gramme de matériaux. Et entre chacun de ces feuillets, il y a le gisement des éléments. Il y a du magnésium, il y a du potassium, il y a du fer, etc. Dans 1 litre de cépage Syrah, par exemple, on peut arriver à trouver 600-700 mg de potassium, qui est un élément absolument essentiel pour le vivant. Tout à fait essentiel. Et puis on oublie de parler des oligo-éléments, parce qu'évidemment, j'ai cité les 3 principaux minéraux dans un granit, il y a les autres roches, il y a les oligo-éléments. Et là, on trouve le molybdène, le zinc, le lithium, etc., qui vont jouer un rôle de catalyseur dans la synthèse de certaines molécules, et en particulier de certaines molécules aromatiques. Moi, je vais vous poser une question un peu brutale. Je vais faire mon anglo-saxon. Je vous dirais, moi, je pense qu'il n'y a que le cépage. Le terroir existe-t-il? Parce que il n'y a pas de terroir. Moi, je me souviens, j'ai discuté avec des confrères Master of Wine, etc. Pas tous, hein, mais qui disent voilà, le terroir, c'est une poésie à la française, une poésie européenne. Alors, qu'est-ce que Florent ou qu'est-ce que Bernard, qu'est-ce que Florent, tu réponds à ça? Je vais laisser Florent répondre. On m'a déjà traité de géopoète et j'ai trouvé la formule très, très bien trouvée. En réalité, c'est nier le terroir, c'est, je pense, une astuce jargonesque, linguistique, pour dire ce mot, on ne le comprend pas, alors on va le laisser pour compte, en fait, l'ignorer.
c'est une difficulté de langage. Parce qu'en réalité, le monde anglo-saxon a très bien compris que selon où se trouve le végétal, ses fruits seront différents. S'ils nient la langue, il serait tartuffesque de leur part de nier une réalité de terrain, un matériel qui va migrer vers le fruit. En réalité, ils ont très bien compris qu'il y avait une relation entre le substrat des vignes et le vin, et son goût. Simplement, ils ont choisi d'ignorer un secteur linguistique et assez poétique. Si Bernard, je te dis, est-ce que le terroir existe? Qu'est-ce que tu me réponds? Ah oui, c'est important. Ouais. Bien sûr. C'est l'âme du futur vin, le terroir. C'est l'âme du vin, c'est très très bien dit, effectivement. Alors, les anglo-saxons, pour rebondir ce que dit Florent, racontent que les roches n'ont pas de goût. Autrement dit, ils utilisent là une astuce commode et facile. Si je goûte du quartz, il n'a pas de goût. Si je mets ma langue au contact d'un fragment calcaire, si le fragment est fraîchement tranché, la langue va adhérer un petit peu. Ah, là déjà, il y a quelque chose qui se manifeste, difficile. En revanche, si je goûte des argiles, là, les choses vont commencer à devenir intéressantes. Lorsqu'on goûte, je le fais régulièrement dans les sous-sols, prendre un petit morceau de la fraction argileuse et la goûter. Déjà, la texture, qui est très importante, la texture de l'argile, avec sa petite fraction micro-sableuse, va survenir au bout de la langue. Alors, il ne faut pas trop en manger quand même, sous peine d'avoir une occlusion intestinale. Mais les argiles révèlent très très souvent quelque chose qu'on va retrouver dans la finesse des grains de tanin. Car en bouche, en toucher de bouche, ce qui est le plus appréciable, en dehors des arômes que la sphère buccale peut percevoir, c'est cette espèce de texture et de structure. Les tout petits grains de tanin sont l'apanage des substrats riches en particules fines, des sables fins, des sables argileux. Alors qu'à l'opposé, dans les calcaires, on a des tanins qui ont une taille plus grande et un petit peu d'aspérité. Et la minéralité, souvent, dans les substrats riches en calcaire, vient de ces petites aspérités des grains de tanin qui sont liés à la texture du sous-sol. Donc, en atelier géosensoriel, j'ai toujours placé une petite assiette avec des matériaux du sous-sol et avec une dégustation verre noir et bouteille évidemment enveloppée d'une chaussette, de façon à ce que les participants touchent déjà le toucher tactile au sens tactile du terme. On touche déjà, c'est doux, c'est souple, un galet c'est caressant, c'est souple aussi ou rugueux. Un calcaire, ça va être rugueux, les angles vont être un peu vifs quelquefois. On prend les sables dans les doigts et ces sables s'écoulent entre les doigts. Bon, leur finesse est extrême. On retrouve ceci dans les tanins du vin. Il y a une relation entre le tactile et le toucher de bouche qui est extrêmement importante et qui est parfaitement perceptible lorsqu'on fait des ateliers conçus pour cela. Alors, vous venez de donner un peu la réponse à une question qui vient d'être posée. C'est Gilles Picard qui dit, mais finalement, en quoi la reconnaissance des sols peut apporter un plus à la dégustation pour les amateurs? Et ça peut être intéressant, c'est une question auquel on peut répondre dans la dégustation analytique. On penche beaucoup sur les aromatiques, etc. Le niveau d'acidité, par exemple, et des tanins. Et là, on va avoir la dimension justement plutôt touchée dont vous venez de parler. Et comment vous abordez justement, peut-être Florent, Alors, la dégustation justement à travers l'approche des sols justement. Je voulais reprendre deux, trois petites choses, notamment un des
un des points de départ qu'a utilisé Georges, à juste titre, c'est que on réfute le goût du caillou, le goût du minéral. Si on le réfute, alors j'aimerais qu'on m'explique ce qui se passe quand on prend du sel de table et qu'on le met sur la langue. Oui. Hein, y a une réaction et c'est un minéral. Donc, si on trouve un contre-exemple, ça invalide complètement cette thèse-là. En tout cas, et pour répondre à la question qui vient d'arriver, c'est autre chose quand il s'agit d'arômes. Voilà. Alors, il serait plus exact de dire éventuellement que le monde minéral n'a pas vraiment d'arômes, en tout cas pas qui soit comparable avec des arômes de fruits, de fleurs ou de bois ou de matière vivante. Pas d'arôme ne veut pas dire pas de sensation dans la bouche. Il y en a, comme par exemple le sel. Alors, le sel de table, c'est un minéral qui a un goût évident, immédiat, et qu'on est très capable de percevoir. Le goût, en revanche, d'espèces minérales qu'on a moins l'habitude d'avoir en bouche est moins évident, moins immédiat. Il faut peut-être pratiquer, se concentrer longtemps avant d'avoir ce repère. Et enfin, il y a les espèces minérales qui ne goûtent pas directement, mais qui influencent le monde organique du vin et qui fabriquent tel acide, tel tanin ou qui intervient dans telle ou telle réaction chimique qui fait que à l'arrivée, on va avoir telle sensation amplifiée ou telle sensation réduite dans le vin. Par exemple, le fameux acide tartrique dépend de la présence ou non et de l'activité ou non du potassium. Alors, sans connaître le goût du potassium, on peut un peu mieux se pencher sur le goût de l'acide tartrique, par exemple, ou de l'acide citrique, qui lui aussi met en jeu le potassium. Il y a deux remarques. La première de Laurent Zanon, que je salue, mon ami de longue date, co-inventeur avec moi de la clé du vin. Je te fais toutes mes amitiés, Laurent, et merci d'être avec nous ce soir. En effet, pour avoir goûté aussi les vins qu'avait vinifié Laurent, il y a une vraie relation avec le terroir. Et Justine, je te laisse peut-être commenter la dernière remarque. La toute dernière. Qui est assez incroyable, mais c'est un peu pourquoi on est tous là. Ce pourquoi avec Jean-Michel Deiss, avec Jacques Rigaud, avec Bernard, avec Georges, avec Florent, voilà, et tous les amis qui croient en ce message-là, qu'il y a un lien intime entre le sol et la terre, et le vin et le ciel. Voilà, donc je te laisse peut-être, Justine, commenter cette remarque de Denis qui est quand même assez extraordinaire, je trouve. Oui, alors justement, on parlait tout de suite de la dégustation géosensorielle. Enfin, Georges, vous l'avez mentionné. Et Denis nous dit, je confirme que le WSET, donc l'approche un petit peu analytique du vin, dans son enseignement, adhère à la théorie selon laquelle il n'y a pas de transfert aromatique ni au plan de la saveur du sol au vin. Donc voilà pourquoi. Donc, ça veut dire que finalement, tous les vins sont hors sol, quoi. Si je fais un raccourci un peu direct. Oui, on pourrait cultiver la vigne en hydroponie, voilà. Et encore, on arriverait à donner des goûts avec la pratique de l'hydroponie. Non, mais ce raccourci terrible, les minéraux n'ont pas de goût. Bon, la plupart, Florent a bien indiqué, les chlorures comme le chlorure de sodium, le chlorure de potassium, les sels de magnésium, l'amertume des sels de magnésium est tout à fait perceptible en bouche. Bon, les solutions riches en manganèse également, soit dans des sols de Bourgogne, soit dans les micaschistes de Côte-Rôtie, de la Côte Brune, par exemple. Donc, Florent a raison, il y a un certain nombre de minéraux qui, gustativement, au sens le plus élémentaire du terme, se manifestent et sont matérialisables. Les minéraux, de façon générale, par contre, eux, favorisent
des activités microbiennes qui, elles, engendrent la synthèse de molécules aromatiques bouche pour l'essentiel, et non pas l'olfaction. Il faut bien séparer quand même les deux, et souvent, l'olfaction joue comme un dérivatif et un masque pour mieux saisir ce qui se passe dans la sphère buccale. Il y a une remarque de Denis qui a fait cette remarque-là. Ouais, et en effet, je confirme, Denis, que vous avez une vraie visibilité pour ça. Vas-y, Justine, oui. Oui, il y a un groupe lyonnais là, qui est avec nous aussi, donc avec Alexandra Néret qui travaille avec nous aussi sur les travaux de recherche avec Florent, etc., sur la dégustation géosensorielle et la connexion au sol avec le groupe de Lyon. Est-ce que Amaury, tu peux actionner ta caméra et peut-être nous faire un petit partage de ce que vous avez expérimenté, vous, en tant que jeune apprenti qui avez commencé à entrer dans le milieu du vin et dans le monde du vin il y a seulement 1 an? Peut-être que vous pouvez nous faire un petit commentaire, Amaury. Et après, comme on dirait à Cognac G, ça va être l'heure de rendre l'antenne. En attendant qu'Amaury arrive, je me permets de revenir sur la remarque de Denis tout à l'heure. C'est très important de souligner le terme aromatique. Il n'y a pas de transfert aromatique. Ouais. Ok, j'en suis pas certain à 100%, mais plutôt d'accord en tout cas. Il y a toujours de petits doutes qui peuvent subsister. Je ne sais pas tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que transfert d'autre chose, transfert de matière, oui, c'est évident. C'est impossible autrement même. Puisque une vigne comme nous ne pouvons pas absorber d'eau distillée, c'est injouable. Donc il y a forcément un transfert de minéraux, de matière, et on le retrouve dans le jus de raisin et dans le vin. Ça, c'est en fraction sèche, c'est sûr qu'il y a de la matière minérale qui arrive, et des transferts, non pas aromatiques, mais effectivement des effets en bouche tactile ou gustatif ou d'une sensation un peu à part, comme je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à mettre une pile sur votre langue, ça fait une réaction, ça fait une décharge électrique, ça fait quelque chose dans la bouche, c'est certain. Bon, je pense que nos amis de Lyon ont un petit peu mal à se connecter. C'est pas grave, on leur fait un gros bonjour. On va rendre l'antenne. Je vais remercier Florent, Georges, Bernard, Justine, tout le monde d'avoir été là. Je vous remercie tous d'être aussi fidèles. On se retrouve dans 15 jours pour un magnifique échange autour des vins du Languedoc-Roussillon, puisqu'on sera avec Gérard Gobi et Olivier Julien. Et Alix et Catherine Roch. Alix et Catherine Roch aussi. Un petit mot de la fin, Bernard. L'importance qu'il faut quand même préserver les vieilles vignes, qui vont avoir un système racinaire important. Donc, il faut éviter de trop arracher les vieilles vignes. Il faut faire du remplacement. Ouais, je pense qu'il faut, au fur et à mesure que les pieds meurent, les remplacer et préserver les vieilles vignes. C'est important. Tout à fait. Et maintenir une faune, une flore microbienne, ce que je disais tout à l'heure. D'autant plus que le remplacement permet aux jeunes plants de bénéficier des messages que les vieux plants vont lui transmettre. Parce qu'il existe un message, toujours pareil, via le réseau des mycorhizes, via le réseau des ifs, des vieux cèpes vers les nouveaux. Donc ce que vous dites est capital. On s'évertue à arracher des vieilles vignes. Je vois chez nous, là dans le sud, là, je hurle chaque fois que je vois des vieux grenaches en gobelet disparaître, alors qu'il suffit de mettre des remplaçants. Voilà. Et peut-être pas de la Syrah, autre chose. Merci à vous tous. Merci à vous. C'était un grand plaisir, Georges. Et d'apporter de la nourriture aux lombriques. Voilà. Oui, les lombriques, on n'en a pas parlé, mais ils font un gros travail. Ils les transforment, ils digèrent la terre, la transforment. La terre. La graine, voilà.
Ils font le job. C'est un grand laboureur. C'est eux, en fait, les meilleurs Oui. ouvriers agricoles, Ouais, finalement. bien sûr, ouais. Lui, il faut le protéger. Bon, ben, il y a des travaux des spécialistes de ces bestioles-là qui analysent le microbiote de l'intestin du lombric et qui se rendent compte de la richesse extraordinaire de ce microbiote. Ouais. Or, ce microbiote, lui, participe à la transformation de ce qu'avale le ver de terre. Et lorsque le ver de terre recrache tout ça, Ouais. il recrache aussi une partie du microbiote. Et on va saluer notre autre. Ah. Voilà. On y fait Donc, faire des si vous avez des beaux vignobles à venir découvrir, le domaine Nicolas Rossignol à Beaune. Surtout pas, ne venez pas, ne venez pas. Il y a beaucoup de premiers crus en Pommard et Volnay. Et là, on comprend bien l'échange entre le terroir et le sol. Ouais, On va venir faire des trous pour mieux comprendre. On va venir carotter. absolument. Tout à fait. Bonne soirée. Merci.